Premièrement, Philippe, tu pourrais nous donner un petit constat de ta saison, la première saison avec le FC Montréal? Oui, un constat qui est mitigé, je vais dire mitigé si on parle de deux perspectives. Si on parle d'une perspective de résultats, on ne peut pas être satisfait en tant que compétiteur d'avoir des résultats qui ont été sur le terrain assez moyens, même si la deuxième partie de saison a été nettement mieux. Et si on prenait simplement en compte la deuxième partie de saison, on aurait fini 4e dans la Ligue, ce qui n'est pas négligeable. Mais sur l'ensemble de la saison, ça reste qu'on ne peut pas être satisfait des résultats. Si on se prend sur une perspective de développement, eh bien là on peut être satisfait parce que la progression a été visible, parce que cette deuxième partie de championnat, même si ça s'est mal terminé, on termine quand même sur une très bonne fiche qui nous aurait permis de faire les playoffs si on avait été sur la même mode de fonctionnement, une même performance au début de saison. Donc ça veut dire que les jeunes ont progressé, ça veut dire que les jeunes se sont développés et de ce point de vue là ça reste positif. Il y a beaucoup d'adaptations en première moitié de saison. Est-ce qu'il y a eu une adaptation pour le staff, le coach aussi? Il y a une adaptation parce que nous non plus, on ne connaissait pas la Ligue, hein, donc on l'a découvert comme les jeunes. Il a fallu qu'on s'ajuste dans notre discours, dans notre degré d'exigence, mais ça a été, notre discours a été, notre ajustement a été largement facilité justement par le niveau et par le championnat USL et les équipes qu'on a rencontrées, parce ce qu'on a demandé de faire aux jeunes, notre exigence, s'illustrait toutes les fins de semaine sur les performances sur le terrain, donc ça renforce notre discours. Et ça permet aux jeunes d'être encore plus concernés, encore plus concentrés sur la tâche et de savoir exactement où il doit aller s'il veut survivre et vivre et dominer à ce niveau-là. Le fait d'avoir des jeunes de l'Académie U23 comme ça qui jouent contre des hommes dans d'autres formations qui sont vraiment des formations pleinement professionnelles et non d'académie, est-ce que tu as l'impression que ça les fait progresser plus vite en quelque part? C'est un passage obligé. Je pense que cette réalité de jouer contre des hommes, on l'a pu l'avoir pendant les 2-3 premiers mois. Après, je pense qu'on voyait plus forcément, sauf encore certains passages quelquefois, mais on voyait plus cette différence-là. Il est évident que si on n'avait pas cet outil de la USL, on attendrait que les jeunes rentrent dans le groupe de la MLS pour se dire « Ah, on y joue contre des hommes ». Ce passage-là, il aura été fait. Ils auront perdu, entre guillemets, leur virginité à ce niveau-là en jouant contre des professionnels, contre des équipes pro. Et quand ils vont intégrer le groupe professionnel en MLS, voilà, et ils vont être des hommes à part entière. Ils auront déjà vécu cette expérience de jouer contre des hommes plus expérimentés. Et ils vont pouvoir exprimer leur qualité dès qu'ils seront dans le groupe de la première équipe. Est-ce que tu as eu des difficultés avec le quota canadien de l'association, que ce soit pour intégrer des joueurs de la première équipe qui descendent ou d'intégrer tes propres joueurs ou les joueurs internationaux qui sont arrivés en milieu d'année? Nous, pas du tout, parce qu'on a un effectif à 95% de Canadiens. Donc le quota, c'était d'avoir 6 joueurs partants dans l'équipe. C'était largement dépassé à chaque fois, donc là-dessus on n'a aucun souci, on n'avait pas besoin de faire les comptes, de savoir est-ce qu'on peut faire jouer lui ou non, ça a été respecté à 100%. C'est aussi une des volontés d'avoir un bassin de joueurs canadiens important, donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais nous donner ton joueur de l'année? Joueur de l'année, c'est le plus petit. Alessandro Riggi qui a été très très bien, qui a démarré comme les autres un petit peu tranquillement et qui a grandi. Alors il n'est pas plus grand qu'en début d'année, il n'a pas eu un poussée de croissance, mais dans la qualité, dans son implication, dans son influence sur le jeu, il a été de plus en plus déterminant tout au long de la saison. Donc pour nous, ce serait le joueur de l'année pour le FC Montréal. D'après toi, lequel tu voudrais que les espoirs de l'Impact retiennent de cette première année du FC Montréal, ce serait quoi? C'est difficile. C'est difficile, t'as beau être dominant dans ton équipe, t'as beau être dominant avec les U18, t'as beau être dominant avec les U18, terminer 3e en Amérique du Nord ou être premier en saison régulière, la marche elle est encore très très haute simplement pour le FC Montréal. Donc imagine si tu passes des U18 à la MLS, on peut là maintenant beaucoup mieux comprendre comment les Max Tissot, les Vandril Lefebvre, les Jackson Hamel peuvent souffrir de ne pas avoir connu cette étape intermédiaire. Donc ça veut dire que c'est bien de dominer dans ta catégorie d'âge, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif final qui est d'être avec les pros et d'être bien avec les pros. Pas simplement être un numéro, mais d'être quelqu'un qui va pouvoir s'exprimer dès qu'il met le pied dans l'équipe première. Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se décourager avec ce constat-là?
Non, s'ils se découragent, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc c'est évident, ça permet aussi de filtrer. Hein. Moi je dis toujours que Charles Darwin était un entraîneur de soccer. Hein. La sélection naturelle, elle est là en permanence. Et s'ils ne sont pas prêts à souffrir et à travailler encore plus fort pour atteindre le niveau de la MLS, c'est qu'ils ne sont pas faits pour ce métier-là. D'après toi, qui est le plus près de passer à l'étape suivante et pourquoi? On peut revenir à Alessandro Riggi. Je pense que c'est quelqu'un que les pros, on aimerait qu'ils considèrent. Je pense qu'ils vont le considérer. Mais c'est aussi normal vu son âge. Hein. Il a bientôt, pas encore, mais bientôt 22 ans. Donc c'est un gamin qui, à cet âge-là, doit être à la prochaine étape, c'est d'être chez les pros. S'il ne passe pas chez les pros l'année prochaine, c'est qu'au moins chez nous, ce sera pas la solution. Donc ce sera à lui d'essayer de faire une carrière ailleurs. Mais lui, il est proche et par sa qualité de jeu, mais également par sa maturité dû à son âge. Milieu offensif, c'est ça? Milieu de côté. Il peut jouer derrière l'attaquant, mais il peut vraiment s'exprimer sur les côtés. Philippe, changement à la tête de la première équipe récemment. Dès ses premières élocutions, Mauro Biello a prononcé les mots identité, philosophie. Est-ce que pour le directeur de l'Académie, ça fait plaisir à entendre? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'entendre de la part du coach de l'équipe première. Nous, c'est aussi, ça montre aussi qu'on développe des entraîneurs, pas simplement des joueurs. Avec un Jason Di Tullio qui, bien évidemment, connaît son passé de joueur au club, mais qui s'est imprégné également de notre philosophie de club, de notre philosophie de formation et de l'identité qu'on veut avoir. Donc ça renforce encore plus l'identité du club et vers où on veut aller. Donc que Mauro l'exprime, ça ne peut faire que renforcer ce que l'on pense et ce que l'on croit depuis plusieurs années. Philippe, est-ce que tu peux revenir un peu sur ta formation en Europe et puisque tu as retiré, est-ce que tu vas apporter aussi à l'Académie grâce à ça? Donc on a passé 2 semaines, une semaine à Clairefontaine en France, une semaine, moi j'étais à Alkmaar, qui a été élu dans les 3 dernières années meilleur centre de formation de Hollande, donc devant l'Ajax d'Amsterdam. On part avec une toute petite valise et on revient avec un container d'idées. Sur le fond, on n'apprend pas énormément de choses. Je dirais que sur le fond, on est bien. On a mis des très très bonnes fondations au club et à l'académie. Donc je pense qu'à 80%, on est vraiment sur les bonnes choses. Maintenant, on est dans une situation où on doit améliorer les petites choses qui vont faire une grande différence. Donc on est à faire de l'affûtage, de l'optimisation de notre process. Et c'est surtout ça que je retiens de ma période à Clairefontaine et puis à Alkmaar. C'est comment on peut s'améliorer sur beaucoup de petites choses. Et à l'heure actuelle où je t'en parle, j'ai la tête qui va à 3000 à l'heure parce que je vois déjà où on doit aller pour s'améliorer. Et il est évident qu'on doit s'améliorer. Et ça ouvre beaucoup les yeux. Ça ouvre aussi beaucoup de synapses dans la tête, et les neurones bourdonnent et il y a beaucoup d'idées qu'on va mettre en place dès le mois de janvier. Est-ce qu'on peut s'attendre que aussi le groupe soit amené à voyager pour aller se confronter à d'autres talents? On aimerait mettre ça en place. Après c'est une question de budget aussi parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est ce que les Européens se rendent pas forcément compte. Quand on parle avec les gens d'Alkmaar par exemple, leur plus grand déplacement c'est 1h30 en voiture. Nous 1h30 en voiture on peut pas jouer au soccer presque parce qu'il n'y a pas de club aux environs. Donc nous on a beaucoup de budget qui passe dans les déplacements, ils n'ont pas ce problème là, donc ils ont un peu plus de moyens que nous. Alors à nous d'en trouver aussi un peu plus de budget pour permettre d'aller plus loin dans la formation et notamment d'aller vivre des expériences à l'étranger, de se confronter à des soccer différents que de celui d'Amérique du Nord. Philippe, au-delà des enseignements évidemment très riches que vous tirez de ce type d'expérience, surtout lorsqu'on va en club, dans d'autres clubs, est-ce qu'il y a des relations qui se développent aussi au niveau diplomatique, politique pour éventuellement un changement de joueur, transfert et des trucs comme ça? Changement de joueur, transfert, non, pour l'instant, parce que là on parle vraiment de jeunes et puis veut pas, ils sont sympathiques, mais on reste concurrents, même si on n'est pas sur le même continent. Eux, ils veulent avoir les meilleurs jeunes possibles ils jouent en équipe première, éventuellement les vendre plus tard. Ils ont vendu un jeune, la Coute au Lazio de Rome, il n'y a pas si longtemps pour plusieurs millions d'euros. Donc c'est leur objectif. Donc ils ouvrent leur livre, mais pas forcément aux pages que nous on aimerait voir. Mais ça c'est normal. Donc au-delà du partage de connaissances et d'expérience, il y a de la compétition. Et donc ils en sont conscients. Ils sont aussi conscients que la MLS avance vite, de la manière dont on travaille. On a une toute petite réputation, l'Impact de Montréal là-dessus. Donc on veut la garder et la renforcer.
Donc c'est pas encore sur d'échange de joueurs, on est sur un petit peu d'échange de process, tout en restant un esprit compétiteur entre les deux institutions. Ce qui est de bon augure quand même pour la MLS, pour l'Impact, ce qui veut dire aussi qu'on ne voit pas nécessairement le foot, on ne voit plus le foot nord-américain comme on le voyait il y a peut-être 4-5 ans. Ah non, c'est clair, c'est même à la limite, ils posent plus de questions, ils s'intéressent plus à ce qui se passe en MLS que l'inverse. Je dis, toute proportion gardée, moi je suis de souche européenne, donc je suis le foot européen, donc ça me surprend moins. Mais eux sont très très curieux de voir comment ça avance, l'environnement, les performances, la formation. Donc ils posent beaucoup de questions et c'est vraiment un échange à ce niveau-là. Donc il y a une curiosité et maintenant ils savent que la MLS existe, ils ne sont pas surpris, l'Impact de Montréal c'est où, ils sont au courant des situations, ils sont au courant bien évidemment des joueurs de l'envergure de Didier Drogba, aident beaucoup pour cette renommée-là. Mais ils sont capables, moi j'ai rencontré des jeunes qui ne parlent pas un mot de français ou d'anglais et qui te disent Drogba bravo 3 buts quoi. Voilà l'Impact de Montréal, donc le jeune il sait ce que ça représente l'Impact quand tu vas même à Alkmaar. Quand FC Dallas aligne 6-7 joueurs homegrown players comme on dit, est-ce que tu as les yeux qui brillent, est-ce que tu as un peu d'envie, genre, comment tu vois ça? Pour toi l'avenir c'est aussi que les joueurs soient au grand club. Bah, tu as résumé ça, quand tu fais de la formation, parce que s'il pouvait y avoir 11 partants dans l'équipe première, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais on doit partir, si on veut avoir des objectifs élevés et puis s'approcher de ces objectifs, on doit avoir cet objectif d'avoir un maximum de joueurs formés au club qui soient des partants avec l'équipe première. Maintenant ils seront partants avec l'équipe première s'ils sont assez bons pour ça, s'ils le méritent. Donc que Dallas en est 5-6, bah, ça veut dire qu'ils font une formation de qualité, qu'ils ont des jeunes de qualité et qu'ils considèrent qu'ils peuvent amener quelque chose à leur club. Donc nous, c'est une idée claire et un projet clair, un objectif clair du club d'avoir un maximum de joueurs formés au club en première équipe. Donc, je pense que si on peut arriver à 3-4 partants dans les prochaines années, bah, ce sera déjà un objectif pas mal. Et puis à nous de convaincre l'entraîneur des pros, le staff des pros, qu'on a des jeunes au club qui méritent ça. Maintenant, on n'en est pas encore là, on en est loin. Mais dans les années qui viennent, voilà, d'avoir un 3-4 partants, je pense que c'est quelque chose de raisonnable et un objectif raisonnable à atteindre. La relation avec la Soccer Canada, avec l'association canadienne, est-ce qu'elle est au beau fixe? C'est une bonne communication constante ou vous aimeriez avoir peut-être plus de relations bilatérales là, avec eux? Bon, on aimerait en avoir plus. Je dirais que sur la dernière année, ça s'est nettement amélioré, mais on partait relativement de loin. Donc ça ne peut que s'améliorer. Et grâce à des gens comme Rob Gale, par exemple, où on a vraiment des relations beaucoup plus fréquentes, ce qui n'existait pas avant. Et c'était un des manques de l'association canadienne, de ne pas connaître assez les jeunes qu'ils avaient dans leur pays. Donc ça, c'est des choses qu'on cherche à travailler ensemble. Donc le contact avec les coachs de la CSA est nettement plus fréquent, nettement plus riche. Mais on doit continuer à améliorer ça. Dans les dernières années, ce n'était pas le cas, mais là, les bases sont vraiment en place. Ils viennent de plus en plus souvent nous voir. Ils s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe à l'Impact de Montréal et dans son académie. Donc vraiment, si ce n'est pas au beau fixe, ça va vraiment vers le soleil. Génial. Merci Philippe. Merci à vous. Merci Philippe. Bonne journée, hein, bientôt. Ouais, à bientôt. En anglais? Juste 2-3 questions en anglais. Ouais, ok, pas de problème. Philip, could you